BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. BFM Crypto, le club, soyez les bienvenus pour cette session de questions-réponses comme tous les jeudis. Vous posez toutes vos questions, crypto@bfmbusiness.fr. On y répond le jeudi avec Morgane Ellandue, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Et Stéphane Ifra, manager senior chez Coin House. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir dans l'émission. Plein de questions, vous nous avez posé des suivis de questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux à nous écrire et on va y répondre tout de suite. Bienvenue dans BFM Crypto, le club. Et je disais suivi de questions parce que Romain, depuis le début de l'année, a envisagé et même commencé à créer son meme coin. Il est étudiant en école de commerce, il nous suit toutes les semaines et il continue à nous poser des questions. Faut-il obligatoirement qu'une entreprise créant un meme coin ait un PSAN de l'AMF pour vendre son token? On rappelle que PSAN, c'est le prestataire de services sur actifs numériques. Morgane. Oui, alors ça va dépendre de comment va être vu ce meme coin. Est-ce que ça va être un titre financier? Est-ce que ça va être vu plutôt comme un actif numérique? Si c'est un titre financier, c'est régi par la réglementation financière, comme un titre classique pour l'émission et la vente. Par contre, si c'est un actif numérique, là, ça va dépendre d'un facteur. Est-ce que vous allez émettre plus de 1 million de votre meme coin sur 12 mois? Donc c'est quand même une période d'1 an. Si c'est le cas, là, vous devez déclarer à MiCA, vous devez envoyer votre livre blanc, vous devez en fait leur expliquer ce que vous allez faire et ils vont vous faire un retour dans les 20 jours. S'il n'y a pas de retour, tout va bien. S'il y a des retours, il faut peut-être modifier certaines choses. Mais le PSAN, en fait, il ne sert pas à ça. C'est pas si vous allez créer votre propre meme coin, c'est plutôt si vous allez faire la vente de meme coins qui appartiennent à d'autres personnes ou la conservation pour les tiers. Donc c'est pas le but qui compte, c'est la quantité émise. Exactement. Et puis c'est surtout le PSAN, c'est si c'est un token qui ne m'appartient pas à moi, là j'ai besoin du PSAN. Par contre, pour mes propres tokens, là, c'est ce que j'ai expliqué avec MiCA, pour plus d'1 million sur 12 mois. Voilà pour la réponse à Romain qui continuera, s'il le veut, à nous écrire dans cette émission. Lilian nous pose cette question. Merci déjà d'avoir répondu à mes questions la semaine dernière. Vos chroniqueurs sont pros. Voilà, ça c'est pour vous. Ma question, pour ceux qui ont raté le train du Bitcoin, il y a des points d'entrée intéressants ces dernières semaines sur Litecoin pour aller chercher une future réserve de valeur. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, Litecoin, pour rappel, c'est un fork de Bitcoin qui date de 2011, donc c'est très ancien. C'est un des plus vieux crypto-actifs qu'on puisse trouver. Aujourd'hui, en termes de fonctionnement, il fonctionne un peu comme sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y aura un nombre limité dans le temps de Litecoin qui vont être émis, 84 millions. Donc en gros, il y a un ratio de 1 par 4. Les temps de validation, la petite différence, on va dire, il y a un mode de validation qui est un peu différent sur le protocole de consensus, de validation. Et ensuite, c'est une validation de bloc toutes les 2 minutes et demie, là où sur le Bitcoin, on est toutes les 10 minutes. Si on regarde après d'un point de vue actif, est-ce que ça va être de la réserve de valeur? Malheureusement, aujourd'hui, Litecoin, même s'il provient de Bitcoin en 2011, il a eu une trajectoire très différente. Oui. Il n'a pas du tout la même adoption, notamment auprès des institutionnels et auprès, on va dire, des grands fonds de réserve. Si on peut penser, par exemple, à ce qu'a annoncé récemment les États-Unis sur leur fonds de réserve. Litecoin n'est pas inclus dans ce fonds de réserve. Toutes les grandes banques centrales qui regardent la possibilité de mettre des cryptos dans leurs réserves, il n'y a personne qui a mentionné Litecoin comme un candidat potentiel. Ouais. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est à la base conçu un peu comme sur Bitcoin et que on pourrait se dire, comme Bitcoin est une réserve de valeur, alors Litecoin deviendra une réserve de valeur, que ça va être le cas. Il faut qu'il y ait une forme d'adoption. Et à un moment donné, il faut que les gens le considèrent comme une réserve de valeur pour que ça devienne une réserve de valeur. Une sorte de confiance. Vous voulez ajouter quelque chose, Morgane? Oui, je suis d'accord. C'est pas parce que en fait, Bitcoin est maintenant vu comme une réserve de valeur potentielle pour les États-Unis et puis je pense pour beaucoup d'autres pays qui vont suivre le mouvement que Litecoin va suivre le mouvement. Pour l'instant, il n'a pas été cité. Je pense pas qu'il le sera. Maintenant, à voir. Maintenant, on a eu des surprises. On ne pensait pas que d'autres cryptos
cryptos que Bitcoin allait être cité. Donc en fait, peut-être que tout est possible. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. James nous demande pour vous, Morgane, pourquoi le nombre de Bitcoin est-il limité et cela peut-il changer? Oui, alors pourquoi Bitcoin a été créé? Il faut retourner à la genèse un petit peu de Bitcoin. Bitcoin, il a été créé pour être différent des monnaies fiduciaires qu'on utilise tous les jours, c'est-à-dire l'euro chez nous, le dollar aux États-Unis. Et donc, Satoshi Nakamoto, qui a créé le Bitcoin dans le white paper le 31 octobre 2008, il a décidé d'avoir une limited supply, donc c'est-à-dire une limite du nombre de Bitcoin que nous aurons. Le nombre, c'est 21 millions. Tous les 4 ans, il y a une division. Tous les 210 millième blocs sur la blockchain de Bitcoin, on a un bloc toutes les 10 minutes. Au début, au premier bloc, on gagnait 50 Bitcoin, puis ensuite 25, 12,5, etc. Aujourd'hui, on en gagne 3,125 tous les blocs de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on veut un actif qui est rare. Donc Bitcoin, c'est ça sa force, c'est sa rareté qui a été programmée dès le départ. Et est-ce que ça pourrait changer? Je pense que c'était aussi une question. Alors oui, mais il faudrait vraiment avoir un consensus de la communauté de Bitcoin, c'est-à-dire les développeurs, c'est-à-dire les investisseurs, c'est-à-dire les opérateurs de nœuds, c'est-à-dire les mineurs. Et il y a une grande chance que ça n'arrive pas. C'est techniquement possible, mais ça n'en prend pas le chemin. Exactement. Et ce serait alors un hard fork avec un démembrement en deux de la blockchain de Bitcoin et une nouvelle partie de la communauté qui suivrait des nouvelles règles pour pouvoir aller au-delà des 21 millions. Mathieu vous demande, Stéphane, est-il possible en France pour un citoyen de nationalité française de faire un crédit en euros et d'utiliser ses cryptos actifs en collatéral afin de profiter de prêts à un taux intéressant? Si oui, comment? C'est technique. Alors, théoriquement, oui, bien sûr. Il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un ou une institution de vous prêter des euros et de demander des cryptos en collatéral. D'ailleurs, ça existe un petit peu dans le monde de la DeFi, puisque de manière complètement automatisée, il y a des plateformes qui vous permettent, si vous, par exemple, vous allez déposer des Ethereum, des Ethers, d'emprunter des stablecoins en face. Jusqu'à présent, c'était plutôt un emprunt sur des stablecoins dollars. Depuis très récemment, on peut emprunter des stablecoins euros, donc l'EURC. Donc, on est presque au schéma que nous propose votre interlocuteur. Pour autant, il n'y a personne, à ma connaissance. Alors, je crois qu'en Suisse, tout à l'heure, Morgane, tu mentionnais la Suisse. Il y a des banques qui réfléchissent à pouvoir mettre en place ce schéma-là. Il faut bien voir que c'est un schéma un peu compliqué pour les banques qui vous autoriseraient finalement à emprunter des euros contre, on va dire, avec un dépôt en crypto, en collatéral. Ces cryptos, elles sont très volatiles. Et donc, la problématique pour la banque, c'est quelle est la garantie qu'elle va avoir en termes de remboursement si finalement ce qui sert à garantir le prêt peut passer en termes de valeur en dessous de la valeur du prêt. Oui, c'est envisagé, mais c'est pas encore dans les tuyaux concrètement. Alors Morgane. en fait, c'est ouvert maintenant aux Européens. Moi, c'est vrai que c'est l'info que j'ai eue. J'ai la chance avec maître Arnaud Toiti, qui est déjà venu sur le plateau, qui est mon avocat pour les résidents français. Il va en parler à la retraite que j'organise en avril. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de la demande de personnes qui ne voulaient pas vendre leurs actifs tout en recevant du cash. Et finalement, c'est vrai que c'est quand même une option qui existe aujourd'hui. C'est nouveau. Il va falloir voir comment est-ce que ça se passe au niveau effectivement de la liquidation, parce que quand on met effectivement des crypto-actifs, Bitcoin peut aussi en prix, les autres actifs. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une option quand même qui est ouverte aujourd'hui aux Européens. Joël vous demande, Morgane, avez-vous une plateforme à me conseiller pour l'achat de Bitcoin? Oui, alors il y a les plateformes les plus connues, les centralized exchange, donc les plateformes comme Coinbase, Binance. Par contre, je voulais quand même parler aujourd'hui d'une plateforme en particulier parce qu'elle est spécialisée et elle ne vend que du Bitcoin. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de la mettre en avant. Ouais. Il s'agit de l'équipe de Bull Bitcoin. Ils sont très connus. Alors je pense que c'était plutôt au Canada au départ et maintenant ils sont ouverts aux Européens. Donc si jamais ce sont des Bitcoin maximalistes, donc voilà, ils sont vraiment focus sur le Bitcoin. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui ne fait que ça, de la vente et de l'achat de Bitcoin. De façon générale, peut-être que si on veut vraiment hormis faire ça de façon un peu confidentielle, on peut peut-être aussi le faire sur plusieurs plateformes, diversifier en quelque sorte. Je le dis ces toujours, outils. Hein. Exactement. Ouais, il faut quand même avoir plusieurs manières d'acheter ces cryptos, plusieurs manières aussi de les conserver. Moi, j'aime beaucoup faire En fait, c'est une sorte de décentralisation, même dans l'achat et dans la conservation de ces actifs. Donc, c'est une très bonne remarque et je suis 100% alignée avec ça. C'est bien d'avoir plusieurs options, puisqu'il peut y avoir des soucis avec des plateformes parfois. Ça vient parfois des plateformes, les soucis. Exactement. En effet. Et Bull Bitcoin, le petit avantage, c'est qu'ils ont aussi une équipe qui est française. Donc, on vous répond en français. C'est quand même chouette.
Ça peut être un avantage, effectivement. Voilà. Guillaume vous demande, Stéphane, quelles sont les hypothèses de remontée de l'Ethereum ? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est un peu la question qui rejoint, est-ce qu'on est toujours dans un bull market ou pas ? Je crois qu'on en avait parlé déjà la dernière fois. Pour moi, sur Bitcoin, on est toujours dans une épure de bull market. Quand on regarde un graphe de prix, on continue finalement de pouvoir espérer des nouveaux plus hauts dans les semaines qui viennent. Alors aujourd'hui, on n'y est pas, mais le marché, on sait très bien qu'il peut se renverser assez rapidement. Sur Ethereum, comme sur la plupart des altcoins, quand on regarde la tête, on va dire, l'allure de l'évolution des prix récentes, pour le coup, ça devient beaucoup plus difficile d'anticiper des nouveaux plus hauts. Je pense que déjà, si on retouche les anciens plus hauts de l'année dernière, ça serait déjà pas mal, et on serait encore relativement loin de plus hauts historiques. Faut bien savoir que dans le cycle, on est en train d'avancer maintenant assez rapidement. Le cycle haussier, si on croit qu'on va reproduire ce qui s'est passé dans les cycles précédents, la fenêtre, elle se ferme en octobre-novembre. Donc c'est plus très très long. Donc maintenant, voir Ethereum passer de à peu près $2000 aujourd'hui à plus de $4800, qui est son ancien plus haut de 2021, ça paraît hors de portée. Autant sur Bitcoin, ça paraît beaucoup plus envisageable d'aller revoir les $110 000, sachant qu'on doit être à $88 000 autour, je pense. Donc là, on a vraiment l'impression que la marche est tout à fait franchissable. Sur Ethereum, on ne voit pas trop pourquoi. Et en plus, il n'y a pas de raison fondamentale qui viendrait finalement alimenter un marché haussier sur Ethereum. Alors, à court terme, il devrait y avoir un rebond parce qu'il y a une grosse survente depuis des semaines et des semaines. Donc, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un rebond très important. Mais de là à aller retrouver une dynamique haussière et des nouveaux plus hauts, je deviens très dubitatif. Vous n'y croyez pas. Une question de Michael pour vous, Morgane. L'or et le Bitcoin sont souvent comparés. Pourtant, l'or peut se transformer et créer des objets tangibles de valeur. Le Bitcoin, lui, sa valeur dépend de la psychologie de masse, de la confiance en quelque sorte. Morgane, qu'en pensez-vous ? Alors, c'est intéressant effectivement cette comparaison toujours entre Bitcoin et l'or. L'or a quand même été très... En fait, il y a eu un étalon d'or. Et c'est vrai que la plupart des gens ne sont peut-être pas au courant. Il y a eu les accords de Bretton Woods en 1944. Et toutes les monnaies nationales suivaient le cours du dollar et le dollar suivait le cours de l'or. C'était 35 $ l'once d'or, si je ne me trompe pas. Et en fait, en 1971, il y a eu la fin de ces fameux accords. Donc, l'or n'est plus, en fait, l'actif qui est sous-jacent au fait que les monnaies allaient suivre cet actif tangible qui est l'or. Oui. Donc, l'or, c'est vrai que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui est apprécié, qui est utilisé concrètement pour faire des objets tangibles, etc., qui a des propriétés uniques. Par contre, l'or, il a un petit défaut, c'est qu'il est saisissable. Il est contrôlable. Le Bitcoin ne l'est pas. Bitcoin, technologiquement, ça va être très compliqué d'arrêter Bitcoin, ce qui n'est pas le cas. Justement, parce qu'il y a tellement d'acteurs qui peuvent en décider que c'est ça aussi. Oui, et en fait, ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que, bon, déjà, il est rare. En plus, sa blockchain, c'est une des plus décentralisées qui existe, une des plus sécurisées. Il n'y a jamais eu de hack sur Bitcoin. Il existe quand même depuis 16 ans, Bitcoin. C'est quand même remarquable. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que Bitcoin, c'est pas seulement la psychologie, c'est tout ce que Bitcoin incarne, le symbole de liberté, d'être souverain de son argent. Je peux disposer de mon Bitcoin et l'envoyer à qui je veux, quand je veux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a vraiment plein de belles choses qu'a Bitcoin que l'or n'a pas. Donc, voilà. C'est intéressant cette référence en permanence. C'est peut-être un peu générationnel. Maintenant, ceux qui vont arriver sur Bitcoin et les cryptos vont peut-être ne plus avoir ce souvenir de l'étalon or dont on parle si souvent contre le système des crypto-monnaies. Stéphane Ifra. Déjà, il faut voir que Bitcoin, c'est fondamentalement une monnaie digitale. On vit dans un monde digital, donc c'est beaucoup plus adapté au monde d'aujourd'hui d'être sur du Bitcoin, on va dire, si on cherche quelque chose d'équivalent à l'or, que d'être sur de l'or physique, qui certes a montré, on va dire, au travers des siècles, qu'il y avait toujours un intérêt, mais qui est quand même compliqué à transporter, faire du paiement. Si vous voulez aller faire du paiement, je ne sais pas, acheter votre ticket de métro comme à Toulouse, puisqu'il vient d'y avoir une annonce il n'y a pas très longtemps, ça va être compliqué d'y aller avec un petit bout d'or, de le donner pour en échange avoir un ticket de métro. Ça va dans le sens de l'histoire, c'est ce que vous voulez dire ? C'est que c'est beaucoup plus adapté. En fait, Bitcoin est aujourd'hui plus adapté à notre monde actuel que l'or qui était adapté au monde d'avant. Alors, on parle souvent de devise un peu d'une barbare relique, je crois.
Voilà, c'était très adapté à un monde des chevaliers, quoi, finalement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Morgane? Finalement, c'est intéressant de voir que l'or a été utilisé comme un étalon, donc vraiment une référence pour toutes les monnaies. Et puis maintenant, Bitcoin se retrouve à être un actif qui fait partie des réserves fédérales des pays, la plus grosse puissance mondiale actuellement qui est quand même les États-Unis, et les autres pays qui vont suivre. Donc il y a quand même effectivement des choses qui sont ressemblantes, mais le Bitcoin a des propriétés aujourd'hui, que ce soit la digitalisation, la facilité d'envoyer du Bitcoin à d'autres personnes, ce qui n'est pas le cas de l'or, qui font que c'est un actif qui est super intéressant. C'est très intéressant, effectivement. Célie vous demande, Stéphane, j'aimerais, s'il vous plaît, obtenir des informations pour vendre ma maison individuelle en crypto. Je suis déjà investisseur en crypto, mais il s'avère que j'ai du mal à trouver des plateformes sérieuses pour la vente de biens immobiliers. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme, à ma connaissance, qui vous permet de mettre votre maison en vente et de récupérer des cryptos en face. Par contre, la vente immobilière, c'est un marché de gré à gré. Vous vous mettez d'accord avec un acheteur. Rien ne vous empêche, avec cet acheteur, de dire que le règlement, au lieu de se faire en euros chez le notaire, il se fera par un virement crypto, avec la technologie, la sécurité qui va bien. Mais rien n'empêche aujourd'hui de faire cette vente contre des cryptos. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu quelques exemples de ventes comme ça aux États-Unis sur des gros montants qui ont été faits justement en crypto. Donc, ça avait fait un petit peu la une des journaux à ce moment-là. Ouais. Donc, il n'y a aujourd'hui absolument rien qui empêche de le faire. À ma connaissance, je vois pas de plateforme qui est spécialisée là-dedans. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une plateforme spécialisée dans la vente immobilière. Vous avez des plateformes pour finalement mettre en avant votre bien. Typiquement Se Loger, ça vous permet de mettre en avant votre bien, mais la vente, elle se conclut parce que vous avez rencontré, l'acheteur a rencontré le vendeur. Oui, et quoi qu'il arrive de banque à banque. Exactement, ils se sont mis d'accord sur un prix et ils arrivent devant chez le notaire et ils font le règlement en même temps qu'il y a l'échange de titres de propriété. Non, il faudra peut-être un peu plus former les notaires sur les questions des cryptos, parce qu'il y a vraiment enjeu dans la formation des notaires. La petite difficulté, c'est sur le prix, puisqu'en fait, quelque part, vous avez des cryptos qui varient énormément en prix. C'est vrai. L'immobilier est quand même plutôt réputé pour avoir une valeur stable. Et donc, si vous vous mettez d'accord, et souvent, en fait, on se met d'accord sur le prix quasiment 3 mois avant de réellement faire la transaction. Donc, est-ce qu'on se met sur le montant en crypto, d'accord sur le montant en crypto 3 mois avant, mais si le montant varie beaucoup, est-ce que finalement l'acheteur ou le vendeur n'a pas intérêt à casser la vente? Ouais. Ou est-ce qu'on se met d'accord au dernier moment sur le prix en crypto? Il y a quand même quelques petites questions techniques qui, à mon avis, ne sont pas forcément faciles à résoudre. C'est à ce niveau-là que ça peut pêcher. Abdou vous demande, Morgane, que pensez-vous de la première plateforme de commerce électronique dealshaker.com qui donne aux clients dans 194 pays la liberté de choisir le mode de paiement, qu'il s'agisse de sa monnaie numérique One Ecosystem, de monnaie fiduciaire ou des deux? J'ai été voir cette plateforme, c'est vrai que moi je ne la connaissais pas, je l'ai découverte. Alors au niveau de l'interface, c'est vrai que c'est assez simple comme site. Alors j'ai essayé de trouver les infos, par contre un livre blanc sur leurs tokens, essayer de chercher des infos. Je vous avoue que sur le site même, j'en ai pas du tout trouvé. D'accord. Donc je ne peux pas recommander ou ne pas recommander. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des sites comme ça qui permettent le paiement crypto? Bien sûr, on a besoin en fait d'use case, c'est des paiements directement avec nos actifs, ça peut être super intéressant. Et je voulais en profiter pour mettre en avant 2 plateformes qui permettent justement d'utiliser en fait nos cryptos. La première, c'est Bitfree. C'est pas très connu et pourtant en fait c'est hyper rapide. C'est-à-dire que si vous avez notamment un ledger, un hard wallet, vous allez dans la catégorie Discovery et c'est même intégré depuis votre ledger. Ouais. Voilà, c'est une petite info pour ceux qui auraient par exemple le ledger. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? En pleine propriété de mes cryptos, je peux les utiliser pour acheter des cartes cadeaux et des cartes cadeaux sur n'importe quoi. Ça peut être un abonnement Netflix, ça peut être Amazon, ça peut être hotel.com, ça peut être des billets d'avion, ça peut être pour recharger une eSIM si vous voyagez par exemple. Enfin moi j'ai regardé, il y a Ikea, il y a PlayStation, enfin toutes les marques qui sont quasiment, et on utilise directement nos cryptos. Alors attention à l'aspect taxation. Je fais une cession d'actifs pour acheter. Quoi qu'il arrive, c'est ça, voilà. Ça sort. Ça, c'est important quand même de le signifier. Mais c'est vrai que sur Bitfree, c'est possible. C'est un site accessible aussi. Et Travala, ça, c'est pour ceux qui aiment beaucoup voyager. Sachez que vous pouvez acheter vos billets d'avion et des hôtels directement aussi avec vos cryptos. Alexis vous demande, Stéphane, de plus en plus d'entreprises s'intéressent aux paiements en crypto-monnaie. Est-il envisageable pour une entreprise française d'accepter ces paiements, notamment pour des prestations de services haut de gamme? Quels sont les freins réglementaires et fiscaux à anticiper? Alors, il n'y a aucun frein pour le site marchand et aucune contrainte. On l'a fait chez CoinHouse. On a eu plusieurs partenaires des entreprises de luxe qui sont venus nous voir et qui justement voulaient pouvoir permettre à leurs clients de faire du paiement en crypto
contre les objets qu'ils étaient en train de vendre ou contre des NFT. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui en empêche ce genre de choses. Le côté taxation, il est beaucoup plus du côté de l'acheteur finalement, comme ce que disait à l'instant Morgane, puisque à partir du moment où vous faites un paiement en crypto, il faut enregistrer la valeur de la crypto au moment où vous faites le paiement, calculer la plus ou moins value que vous avez sur l'ensemble de votre portefeuille en incluant ce paiement, et ensuite, évidemment, déclarer cette transaction auprès du fisc. Donc c'est un petit peu compliqué. Potentiellement, il faut être accompagné d'un expert fiscal si vous voulez juste faire un achat. Alors, effectivement, sur un gros achat, ça peut prendre du sens. Typiquement, je ne sais pas si vous voulez acheter une voiture. Il me semble qu'il y a certaines marques de voitures qui autorisent l'achat en crypto ou un objet de grande valeur. Ouais. Ça peut valoir le coup parce que vous avez peut-être une grosse, un gros montant en crypto de par vos investissements passés. Maintenant, si vous faites de la petite transaction, je mentionnais tout à l'heure le ticket de métro à Toulouse, ça paraît moins évident, on va dire. C'est toujours rassurant d'avoir des cas d'usage, mais ce n'est pas l'idée en Europe de l'utilisation de la crypto, en tout cas. Non, alors Bitcoin, après, vous pourriez, si vous voyagez, vous pourriez utiliser vos cryptos à l'étranger, parce que quelque part, à ce moment-là, le côté taxation, il se voit moins. Oui. Il y a une initiative aussi qui a eu lieu à Cannes avec le maire David Lisnard, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y a plus de 400 commerçants qui étaient là à la séance d'info et apparemment ça a eu quand même un beau succès. Donc je sais que cet été, ils vont accueillir le THCC. 400 commerçants vont quand même accepter des cryptos sur tout Cannes. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une initiative que je voulais un petit peu mettre en avant parce que si des gens passent par là, n'hésitez pas à utiliser vos cryptos. C'est une des villes précurseurs sur le développement effectivement des cas d'usage de la crypto et de l'information sur ce secteur. Maëlle vous demande, Morgane, j'ai 17 ans et je fais depuis quelque temps du trading sur les crypto-monnaies. Je voulais savoir si vous pouviez expliquer clairement ce que c'est que réellement la tokenisation des actifs réels, dit RWA. J'ai encore du mal à comprendre. Oui, alors je vais essayer d'être la plus simpliste possible. En fait, c'est assez simple. On va faire passer un actif du monde réel sur la blockchain. Comment ? On va soit avoir une traduction sur la blockchain via un token, c'est-à-dire un jeton, ou un NFT, non-fungible, du coup, token. Un exemple qui est très parlant, c'est par exemple l'immobilier. L'immobilier, on en parlait un petit peu juste avant avec Stéphane, il y a aussi un problème de liquidité de l'immobilier. Un compromis, un acte authentique de vente, etc. Et c'est vrai que sur la blockchain, si je suis propriétaire et que je veux faire la vente, par exemple, de mon bien immobilier, je pourrais très bien dire, mon bien, par exemple, vaut 10 millions, je vais faire 10 tokens ou 10 NFT et chacun va représenter 1 million, donc 1/10 de mon bien immobilier. Et ces personnes-là qui auront acheté mes tokens ou mes NFT vont pouvoir les revendre assez facilement. Il y a une fluidité, une liquidité. Ça rend liquide. Ça rend liquide. Par exemple, l'immobilier, c'est aussi beaucoup plus accessible. Il y a des projets où il y a quand même des possibilités d'investir à partir de 100 € ou 1 000 € aujourd'hui en immobilier grâce à la tokenisation. Donc, alors pas forcément en Europe, mais plutôt à l'extérieur de l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça rend la possibilité à des gens qui n'auraient pas les moyens peut-être de se payer un bien immobilier directement eux seuls, de participer collectivement et d'acheter par exemple un bien ensemble. Vous parliez de NFT, donc ça veut dire que ça peut aussi concerner par exemple des œuvres d'art, des choses comme ça ? Complètement, un tableau peut être représenté par un NFT, par exemple. Techniquement, c'est vrai que c'est possible et on peut morceler en fait la propriété. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est quand même capital quand on parle de real world asset et de tokenisation, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'on va tokeniser ? Est-ce que c'est un bien qui est off-chain ou est-ce que c'est un bien qui est on-chain ? Oui. Un bien off-chain, typiquement, c'est l'immobilier que je viens de citer, c'est de l'or, c'est la propriété intellectuelle, par exemple. Un bien on-chain, c'est-à-dire qu'il est sur la blockchain et ça peut être par exemple un actif, un crypto-actif. Et puis ensuite, il va être backé directement ou indirectement. Est-ce que j'aurai un bien immobilier, un token, un tableau, un NFT comme j'avais cité ou pas ? Est-ce que ce sera avec un lot d'autres choses, des dérivés ? Enfin, il y a plein de possibilités. Et puis aussi, il faut savoir, est-ce que ça va être un NFT, un token ? Il sera disponible où ? Sur quelle blockchain ? Quelle sera l'accessibilité aussi de cet actif, de ce réplica, on va dire, sur la blockchain ? Et je voulais terminer par un exemple qui est assez frappant. En fait, on a déjà des exemples de tokenisation, parce que la tokenisation, aujourd'hui, on en parle, mais c'est vrai que c'est pas encore très concret. Il y a des problèmes de législation, notamment au niveau de l'immobilier, de ce que j'ai expliqué. Il faut que la législation du pays puisse s'accorder. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'estimation. On parlait de l'estimation du bien immobilier. Le problème, c'est que l'estimation, pour savoir combien vaut mon bien immobilier, pour avoir les tokens en accord, j'ai besoin d'avoir un oracle. Et un oracle, ça va typiquement être Chainlink. Et il y a une forme de centralisation, du coup, quand je veux savoir exactement l'estimation d'un bien
réel comme l'immobilier. Et alors l'exemple sur lequel je voulais terminer, c'est les stablecoins. Les stablecoins, qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de stablecoins qui suivent le dollar. Ouais. Et le dollar, c'est donc un actif qui est off-chain, et il y a une représentation sur la blockchain via les deux plus gros émetteurs, Tether, l'USDT, et Circle avec l'USDC Coinbase. La dernière question pour terminer l'émission. Alexandre vous demande, Stéphane, pour les détenteurs longue durée, peut-on espérer un Bitcoin qui reviendrait en bear market en dessous des 100 000 $, voire plus bas encore ? Alors, je dirais, si ils souhaitent acheter du Bitcoin en dessous de 100 000 $, c'est déjà le moment, puisque ça vaut à peu près 88 000 $. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le bear market pour acheter en dessous de 100 000 $. Ce que je disais tout à l'heure... C'est plus dans la détention là, de ceux qui en ont sur la longue durée, peut-être. Oui, alors en fait, effectivement, je pense que dans le bull market qui reste encore un petit peu devant nous sur le Bitcoin, je pense qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Peut-être un petit peu à l'image de ce qu'on a eu en 2021, où on avait fait un deuxième top quelques mois après le premier, légèrement plus haut. Donc peut-être qu'on ira sur les 115 120 000 $. Derrière, il faut quand même potentiellement, et encore une fois, si les cycles passés se reproduisent, ce dont on n'est jamais certain, il faut peut-être s'attendre effectivement à une baisse de Bitcoin entre 30 et 50%. Alors peut-être pas 50%, parce qu'il y a quand même toute cette catégorie d'investisseurs que sont les institutionnels qui n'étaient pas là dans le cycle précédent et qui vont certainement stabiliser un peu plus. Il y a quand même ces fonds de réserve des banques centrales qui potentiellement seront là aussi pour stabiliser un peu les cours. Donc, il s'est passé des choses. Donc il y aura peut-être moins d'amplitude à la hausse, mais il y aura aussi peut-être certainement moins d'amplitude à la baisse, parce qu'on sera face à des investisseurs un peu plus avertis, qui ont peut-être une vision un peu plus long terme, et qui sont moins finalement sujets aux émotions, comme la plupart des particuliers dont on fait tous partie. Exactement. Morgane, un dernier avis sur la question, 30 secondes. Bon, je pense que Stéphane a finalement bien résumé ce que je pensais. Ce qu'on dit souvent, c'est aussi que dans ces périodes-là, le mieux dans l'investissement, c'est d'acheter un petit peu tout le temps, de ne pas trop regarder les cours. Et voilà, exactement. On voit sur le long terme et on attend 10 ans. Et on voit ce qui se passe. D'ailleurs, on a dit que les femmes investissaient mieux sur les crypto-monnaies que les hommes. On en a parlé hier. Oui. Je dis ça, je dis rien, je le pose comme ça. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission Crypto, le club. Morgane Ellandou, fondatrice de Crypto 360. Stéphanie Fra, manager senior CoinHouse. Vous revenez la semaine prochaine ? Oui. On a encore plein de questions. Merci à tous les deux d'être venus. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer. C'est BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.